Merci, Monsieur le Président. Messieurs le modérateur, chers collègues, je tiens à remercier Monsieur Mar et Monsieur Joannet pour l'organisation de cette session. On m'a demandé de traiter la question « Quelle formation des opérateurs dans un avenir en mutation ?» Mais en sachant, à travers cette question, il y a une autre question qui est essentielle, la question des registres et des logbooks. Donc, je traiterai rapidement cette question et puis je vais donner un exemple clair concernant les logbooks et les registres. Pour parler en fait de la formation, il faut parler de la réforme du troisième cycle et aussi on a les pères fondateurs de cette réforme du troisième cycle concernant les spécialités chirurgicales. Cette réforme du troisième cycle, elle voulait être cohérente, équitable et basée sur l'acquisition progressive des compétences. Elle permet une structuration, elle devait permettre une certaine structuration avec une harmonisation pédagogique nationale, avec mise en place de compétences cliniques, techniques et comportementales. Commencer, et comme on voit sur ce diagramme, on a la première phase, la phase socle, pendant 1 an pour les internes de chirurgie. Le but est de maîtriser les gestes chirurgicaux de base. La deuxième phase, la phase d'approfondissement, qui dure 3 ans, donc 6 semestres. Son but est d'identifier et traiter une complication post-opératoire et d'effectuer dans leur totalité les interventions de la spécialité les plus simples et une partie des interventions qui doivent être maîtrisées au cours de la phase de consolidation. Puis après, l'interne en question de chirurgie, il passe sa thèse et en passant sa thèse, il passe à la troisième phase, la phase de consolidation qui dure 2 ans. Cette phase de consolidation, elle a comme but de consolider tous les acquis, tout ce que l'interne a pu faire pendant ces 4 ans pendant l'internat, puisque pendant cette phase, l'interne en question se nomme docteur junior. Et puis après, il y a une validation de son DES avec sa spécialité, sa société savante et son collège de spécialité pour passer au post-DES pendant son clinica pour continuer à consolider ses gestes opératoires et bien sûr ses compétences cliniques. Pour parler aussi de la formation, on ne peut pas passer à côté de la simulation. On parlait en fait du compagnonnage au bloc opératoire, mais le compagnonnage se passe aussi dans les écoles de chirurgie, dans les structures de simulation. Et commencer la dernière étude du CNJC qui a été réalisée et dont beaucoup de praticiens, de jeunes praticiens ont répondu à certaines questions. Et ils ont montré et ils ont répondu à la question quel est l'intérêt de la simulation en chirurgie. Et pour eux, à 90%, c'est de donner confiance aux jeunes chirurgiens, en premier lieu. En deuxième temps, c'est à 81%, c'est raccourcir la courbe d'apprentissage. Et en troisième position, c'est réduire le taux de complications et donc de l'erreur au bloc opératoire. Et comme on voit ici dans les différentes étapes, la simulation, elle passe dans les 4 premières étapes. La transmission des règles de savoir de base, la flexibilité de temps et de lieu, où les jeunes ils peuvent se former, une mise en application et problématisation des savoirs avec une réduction des risques associés aux soins via l'apprentissage par l'erreur, donc jamais la première fois sur le patient. En troisième position, l'acquisition des compétences avec une expérience pédagogique dans les structures des simulations, avec un geste reproductible et standardisé, et même si on fait une erreur, donc là, on sait au moins qu'on n'est pas devant le patient. Et puis après, la 4e étape, qui est l'étape charnière entre la simulation et le passage au bloc opératoire pour réaliser ce geste devant un maître de stage sur un patient. C'est la 4e étape de la grande compétence où il y a une augmentation progressive de la sensibilité aux situations diverses et une aptitude à identifier les problèmes. Puis après, on passe au bloc opératoire, à l'expertise, la maîtrise, et progressivement, pendant le cursus et après la formation et la validation du DES, à la sagesse pratique avec l'expérience chirurgicale. Donc, pour répondre en premier lieu à cette question, les jeunes chirurgiens, ils ont répondu pendant cette étude qu'ils voulaient une formation pratique par la simulation au départ. Et la réforme du troisième cycle a mis l'accent sur la simulation et l'importance de la simulation. Une augmentation du temps de formation et une flexibilité, une amélioration de la coordination entre les facultés et les lieux de stage, et ça c'est un point important. Mettre en place un tuteur dans les services, parce que des fois, ce n'était pas très clair pour certaines spécialités et pour certains services, avec une formation au quotidien, avec du compagnonnage, un binôme jeune-vieille interne, faciliter l'accès au bloc opératoire, parce que dans certains services,
c'est encore difficile. Favoriser le compagnonnage le plus tôt possible avec une évaluation progressive, c'est ce que M. Farge, il a mis l'accent pendant sa présentation, et ce qui n'existe pas vraiment d'une manière bien codifiée et tracée, un planning prédéfini en fonction des objectifs et développer les écoles de chirurgie et les structures de simulation dans chaque faculté de médecine. Et bien évidemment, la mise en place du logbook ou le livret de l'interne. Et pour avoir plus de réponses par rapport à cette question, moi je pense qu'il faudrait absolument lire ce rapport, ce magnifique rapport de M. Farge, qui était sous la présidence de M. Benhamou, sur la formation initiale des futurs chirurgiens. Et on a beaucoup de réponses. J'ai pris quelques propositions, résumé des principales propositions, comme anticiper la possibilité d'un complément de formation pour les étudiants insuffisamment préparés à l'issue de chacune des 3 phases de leur formation, renforcer le tutorat des étudiants des spécialités chirurgicales et surtout utiliser les outils permettant d'évaluer les compétences techniques et comportementales, en particulier accélérer la mise en place du portfolio et des centres de simulation. Et là, je passe à mon sujet, qui est le sujet des registres et des logbooks. Ce trésor appartient aux spécialités, aux sociétés savantes, au CNP et donc collège et CNU. Ça ne peut pas appartenir à une compagnie X qu'on ne connaît pas, parce que tout simplement, ces registres contiennent des informations par rapport aux patients. C'est une base de données, il faut avoir une base de données protégée. Et surtout, ces registres vont permettre, à travers ce logbook, d'accompagner les générations. Aujourd'hui, on voit dans certaines spécialités, il y a certaines associations de jeunes qui ont, parce qu'ils n'ont pas ces registres ou ces logbooks, ils ont sollicité des sociétés indépendantes dans lesquelles il y a une application où on peut mettre en fait en place notre logbook, on peut développer notre logbook. Le problème, c'est que le nom du patient n'apparaît pas, il n'y a pas une traçabilité très clair, parce qu'on peut déclarer qu'on a fait un geste alors qu'il n'y a pas une traçabilité de ce geste. Donc, ça pose problème par rapport à cette traçabilité. Je vais vous donner un exemple de ma spécialité, puisque je suis chirurgien cardiaque et vasculaire, pour l'application EpiCard qui a été développée par la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire en collaboration avec son CNP. Donc, cette spécialité, on va rentrer directement comment on fait. Donc, elle est hébergée dans la plateforme de télémédecine qui est en collaboration avec les CNP, donc avec la FSM. Cette plateforme permet une traçabilité des actes avec une base de données de tous les patients. On termine notre acte opératoire d'une manière pratico-pratique et directement on se connecte. Donc là, Gabriel Sédou peut se connecter et puis après, je vais mettre les informations concernant ce patient. Elle permet une publication scientifique. Si c'est une étude monocentrique, je n'ai pas besoin de l'accord du conseil scientifique. Si c'est une étude multicentrique par rapport à un ensemble de patients et donc du coup à un ensemble de services, je dois avoir l'accord scientifique de notre société de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Ça permet de mise en place d'audits sur le plan juridique et ça permet aussi récemment de mettre en place, puisqu'on l'a développé, on fait partie de cette commission, la formation à travers les logbooks et le suivi pour avoir et valider l'examen du collège et les concours, comme le concours de PH. Je me connecte sur la plateforme, je regarde ici, j'ai dans cette plateforme les statistiques de mes interventions et je peux créer en fait un nouveau profil de patient. Et là, j'entre directement, je mets nouveau patient, j'ai mon nouveau patient et les informations concernant la date d'intervention, le premier chirurgien, deuxième chirurgien, un chirurgien en formation, c'est-à-dire un interne, et en chirurgie cardiaque, ça peut être aussi un chef de clinique. Je mets les différentes propositions et les informations concernant ce patient et je mets en place ce registre qui va me permettre d'avoir accès à toutes ces données que je vous ai précisées. Mais il y a aussi un onglet récent, chirurgien en formation, qui est très intéressant. Le chirurgien en formation, il peut se connecter directement sur le nom du patient qui a été rempli par le praticien en question. Et il était aide opératoire, ce chirurgien en formation. Il se connecte directement, donc il y a une traçabilité par rapport à un patient donné. Il ne peut pas faire n'importe quoi ou déclarer une intervention qu'il n'a pas réalisée et dire quelle est la voie d'abord, si lui, il a réalisé le geste, oui ou non, il l'a observé, réalisé avec aide ou réalisation complète en toute autonomie. Et puis après, on a les différents actes opératoires que ce jeune interne a réalisé pendant sa formation initiale. Donc, ça nous permet
après un récapitulatif semestriel, d'avoir les gestes effectués, une synthèse par grande catégorie du geste effectué et une accessibilité aux chirurgiens en formation et aux maîtres de stage de ce que l'interne en question et le docteur junior a réalisé pendant son stage. Donc, il y a une traçabilité par rapport à ce logbook. Et donc là, on voit le diagramme de l'évolution de cet interne. Donc, je vais vous donner un exemple clair, la progression des acquis au cours de l'internat de cet interne pendant ces semestres. On voit bien que la courbe en orange, donc l'observer, ça diminue, ce qui est très bien pour lui, et tout ce qui est réalisé augmente, donc il y a une évolution favorable. Cette base de données donc récemment, elle permet une validation des stages avec, comme on le voit ici, les gestes techniques, indications opératoires, gestion des urgences, recherche et enseignement et intégration dans l'équipe avec 5 grades de A à D et non validés, ce qui permet une possibilité de mettre en place des commentaires par rapport à l'interne, de suivre l'évolution de l'interne pendant et tout au long de son parcours de formation, ce qui est fait actuellement avec des papiers à la faculté de médecine, mais on ne demande pas ça pour notre concours de PH ou pour nos concours de collège, ce qui est dommage. Donc, ça permet une certaine traçabilité par rapport à ce point et une accessibilité du maître de stage à toutes les évaluations. Et ça permet aussi de voir quelle est la qualité de la formation des services à travers l'évolution de différents internes dans le service en question. On a un premier exemple, dans le service 1, la formation elle est défaillante. Donc là, ça nous permet d'évaluer aussi les services. Tous les internes n'étaient que observateurs pendant ce stage, alors que dans l'autre service, on voit la courbe orange qui diminue, donc ils sont progressivement moins observateurs au cours des semestres et plutôt ils réalisent au fur et à mesure des gestes, ce qui est très sain pour un service qui forme correctement. Mais la finalité de tout cela, donc le logbook et tout ce qu'on fait, les bases de données, les grands data, c'est qu'à terme, une intelligence artificielle peut être aussi mise en place au niveau de ces logbooks pour proposer sur le plan pédagogique, une proposition personnalisée et adaptée, ce qui peut être le cas pour les internes et donc adapté à l'interne et à l'évolution de l'interne. Et cette intelligence artificielle va nous permettre une vision de l'évolution avec le temps nécessaire pour avoir un interne formé le plus rapidement possible. Donc, en conclusion, le logbook est un outil simple et rapide d'utilisation. Les jeunes chirurgiens ont exprimé leurs besoins. C'est un élément pédagogique indispensable et incontournable. Ça permet une traçabilité avec un suivi de la progression des acquis tout au long du cursus. Ça permet un accompagnement avec un suivi de la progression des internes. Ça permet une évaluation de l'interne et de sa formation qui est dispensée par les différents services pour optimiser la formation, même dans le service, et pour homogénéiser au niveau du territoire cette formation par rapport à une spécialité donnée. Ça permet une valorisation avec un encadrement, avec accompagnement pédagogique approprié par les enseignants et ça permet aussi une admission avec une traçabilité de cette admission par rapport aux gestes opératoires dans les examens du collège de chaque spécialité et pour passer les différents concours comme les concours de PH. Parce que notre but, c'est d'avoir un jeune chirurgien formé et le plus tôt possible. Mais avant de conclure, rapidement, ma réponse en fait à cette question est en image. On voit l'image ici, on voit d'où on vient, mais on voit que c'est flou et il n'y a pas de traçabilité. Ce qu'on veut est clair, la réponse est claire. On veut une formation claire, tracée et authentique, où on sait d'où on vient, mais surtout où on sait où on va. Merci. Merci. Je ne sais pas si on pourra faire grand-chose pour éviter le brouillard dans la baie de San Francisco. C'est une autre question. Moi, je propose de diviser la discussion en deux. C'est d'un côté l'organisation des services qui forment, les services universitaires, puis deuxième partie, on va faire peut-être 5 minutes sur chaque, c'est le logbook, qui est évidemment avec les propositions très intéressantes qu'on va entendre. Alors, sur l'organisation des services, est-ce que quelqu'un a un commentaire, une question? Moi, j'ai peut-être une suggestion très humble qui est notre expérience, que j'ai dirigée à Toulouse. On est tous confrontés dans tous les services de chirurgie à une hyperspécialisation. Et selon les niveaux de formation des internes, l'accès à cette hyperspécialisation ne se fait pas toujours facilement, n'est pas toujours très utile en tout début d'expérience. Il est assez simple, et je pense que tous les services actuellement ont les ressources humaines pour le faire, de diviser le stage en deux.
2 fois 3 mois. 3 mois, c'est long quand on commence à. C'est long au sens très bénéfique, très positif du terme. On apprend beaucoup de choses, surtout si on a été préparé. Et ça, tout simplement, ça fait qu'on double finalement le nombre de stages qui sont faits dans la discipline. Et on peut désigner facilement le tuteur, puisqu'on adjoint un interne, au maximum 2 internes, à l'hyper spécialiste en question. Et ainsi, par stage, eh bien, il y a 2 formations différentes qui peuvent être faites et multipliées par le nombre de stages. Donc, c'est une suggestion pour optimiser l'expérience, particulièrement dans cette période que nous connaissons et qui ne changera pas, d'hyper-spécialisation, qui fait que parfois, certains internes n'ont pas vu des pans entiers de la discipline. Il y a un commentaire? Moi, je trouve que c'est une bonne proposition qui peut être très intéressante pour les spécialités chirurgicales hyper spécialisées, hein, comme l'odontologie. Donc, ça peut être une très bonne proposition. Alors, j'ai vu une main. Oui. Alors, le micro, s'il vous plaît. Il faut essayer de prendre le micro. Voilà. Je suis frappé dans les 3 présentations, là, que vous ne parlez jamais du coût de la formation. Parce qu'à l'époque, on était interne ou chef de clinique, finalement, on était peu payé, on rapportait beaucoup. Je pense qu'il va falloir se faire l'idée que ça va être l'inverse. Je vais prendre 2 exemples. Vous parlez, par exemple, des simulateurs de formation. Si je compare en aviation, par exemple, le coût d'un simulateur, c'est le coût d'un avion. Je ne sais pas combien de CHU pourront se payer un simulateur, premier point. Deuxième point, quand je compare aux écoles d'ingénieurs, par exemple, le coût d'un ingénieur, c'est beaucoup plus cher que ce que vous pouvez l'imaginer que le coût d'un interne ou d'un chef de clinique. Alors pourquoi est-ce qu'en chirurgie, on ne soulève jamais ce problème? Voilà. Je vais faire une réponse un peu provocatrice. Je crois que le coût n'est absolument pas un problème. Dans aucun modèle, que ce soit l'aviation, les centrales nucléaires, etc., le coût n'a jamais été un problème. Il a un impact, mais ce n'est pas un problème. Peut-être que le problème en médecine, c'est qu'il y a trop d'interlocuteurs et que personne ne peut prendre éventuellement la responsabilité de commencer un financement. Mais dans les autres systèmes, peut-être que c'est pas un problème, ou ça ne devrait pas être un problème, c'est une notion d'investissement. Et le problème, c'est qu'en médecine, il n'y a pas de concept d'investissement. Il n'y a pas trop d'interventions. On a bien sûr, justement, une des explications, c'est le problème. Il a été le député socialiste Garot qui a parlé hier au journal télévisé, a expliqué, puisque pour lui, les chirurgiens coûtent trop cher et les chirurgiens sont payés par la sécurité sociale et c'est la sécurité sociale qui les paye. Donc, dans la mesure où on considère que c'est la sécurité sociale qui paye les médecins, alors que quand on regarde la rentabilité interne en termes de travail qu'il fait, ce que tu as évoqué d'ailleurs, tout à fait juste titre, c'est un faux problème. Donc ça, c'est le bal des faux culs. C'est simplement un certain nombre de personnes, et notamment de politiques, qui utilisent pour d'autres raisons ces arguments-là en disant que les étudiants en médecine coûtent cher, et que les étudiants en médecine coûtent cher, il faut d'une manière ou d'une autre qu'ils payent ce qu'ils coûtent. Et le problème, c'est pas ce problème-là, comme l'a dit très bien Olivier. En aviation, Air France, ça coûte cher, ils le font quand même. Donc, pour l'aviation, justement, oui, pour l'aviation, en fait, la question, le constat est simple, c'est oui, la simulation coûte très cher. Effectivement, un simulateur, c'est le coût d'un avion. Mais on s'est posé la question dans l'autre sens. Combien ça nous coûte de ne pas utiliser la simulation? Ça, c'est intéressant. Si on n'utilise pas la simulation, eh bien, ça nous coûte encore beaucoup plus cher. Donc, c'est que dans ce sens-là, je pense que ces 2 questions sont intéressantes à challenger. Et c'est effectivement une notion d'investissement. En investissement, c'est-à-dire que ça nous coûte cher à l'acquisition, etc. Mais au final, si on peut accélérer certains processus, quel est le coût global? Je ne saurais pas le chiffrer pour la médecine, hein. Ce serait très complexe à faire. Mais je pense réfléchir dans ce sens-là, c'est aussi intéressant. Oui, mais investissement, c'est un mot qui ne fait pas forcément partie du vocabulaire de nos tutelles. Oui. Didier. Merci beaucoup. Et moi, j'avais une remarque à te faire, et une remarque qui m'inquiète beaucoup. La réforme, elle a supprimé les 2 ans de clinica ou les 2 ans de chef. Et donc, pour les jeunes qui sont en train de sortir avec le règlement minimal conventionnel, ils n'ont plus le droit de s'installer en secteur 2. Et vous devez être vigilant là-dessus, parce que la chirurgie libérale aujourd'hui, s'il n'y a plus de capacité de secteur 2, elle est morte. Donc, la réforme, pour moi, elle a été voulue par certains hommes politiques pour supprimer la capacité des collègues. Et pour l'instant, toutes les promesses du gouvernement n'ont pas été respectées. Et pour l'instant, on attend une convention qui précisera qu'un docteur junior avec 1 an d'assistant ou 1 an de chef peut s'installer en secteur 2. Ce n'est pas le cas. Si demain on fait ça,
tant les PH secteur libéral que les libéraux ne pourront pas s'installer en liberté tarifaire, ils sont morts. Et j'avais une question sur la base Epicard. Est-ce que, puisque vous remontez les données patients dans le respect de la loi du règlement RGPD, vous demandez l'autorisation au patient que l'intégralité de son dossier médical soit dans une base de données qui appartient à la FSM? Je vais répondre à la première remarque quand même, parce que le CNJC, il travaille main dans la main avec l'UCDF, l'Union des chirurgiens de France. On sait très bien et on est conscient en fait qu'il y a un certain problème, puisque pour valider le secteur 2, il faut faire 2 ans de clinica en post-internat. Donc actuellement, et c'est pour cela, le clinica n'a pas été supprimé, hein. Il y a toujours la possibilité d'avoir les 2 années de clinica. La discussion conventionnelle actuelle, c'est de valider 1 an pendant la phase de docteur junior, donc avant le DES, et 1 an après la phase de docteur junior, après la validation de DES. Donc c'est en cours et normalement ça devrait être fait le plus rapidement possible. On croise les doigts. Donc par rapport à la deuxième question, je n'ai pas de réponse. Je demanderai au père de cet Epicard, Jean-Louis de Brux, qui peut être présent avec nous. C'est lui qui a les données et donc l'information concernant ce point. Aussi aujourd'hui, est-ce que tu demandes l'autorisation au patient? Pas à ma connaissance. Donc, vous êtes dans l'illégalité, malheureusement. Non. Aujourd'hui, si on donne les coordonnées, nom, prénom d'un patient dans une base de données, ils font son accord. Non, il a dans le nom et prénom du patient. Question, mais je peux l'appeler. Alors, on a ouvert la deuxième partie de la discussion, qui est celle du logbook, c'est très bien. Donc, Hubert Joannet. Justement, sur le logbook, les critères que tu as sont des critères purement techniques. Est-ce que vous avez envisagé l'inclusion d'autres critères? Capacité à travailler en équipe, fonction cognitive. Je l'ai dit sur une des diapos, sur la validation et l'évolution de les compétences comportementales, le travail en équipe, bien évidemment. Oui, c'était sur une de mes diapos. Et est-ce que ça a été déjà fait à l'étranger et évalué, ça, ce genre d'évaluation de critères? Ça a servi? Alors, je ne sais pas personnellement. Et alors, il y a François Richard qui, moi, je reviendrai aussi sur un point, c'est l'anonymisation. Je vais féliciter sur la présentation de Gabriel, parce que le problème du RGPD, c'est vrai qu'il existe, mais je vous rappelle que la DGS a passé dans le cadre de la réforme des autorisations en chirurgie, puisque maintenant, chaque service de chirurgie doit avoir une autorisation pour fonctionner, ce qui n'était avant limité qu'à la neurochirurgie et la chirurgie cardiaque. Avec moi pour l'Académie et Olivier Gaulle-Bossenaire pour la FSM, on avait proposé le système avec la HAS qui était d'accord à l'occasion en 3 niveaux. Le ministère n'a pas accepté, a trouvé que c'était trop compliqué, mais par contre ils ont accepté le principe que cette autorisation de chirurgie était liée au remplissage de registres, puisque c'est quelque chose qu'on a imposé lors des discussions avec la DGOS. Et donc, à l'heure actuelle, pour qu'un établissement de santé ouvre un service de chirurgie, quelle que soit la spécialité chirurgicale, il faudra que les praticiens de ce service rentrent des données dans des registres qui seront définis par les CNP des spécialités correspondantes. Et donc, par définition, ça s'imposera dans la mesure où c'est dans le règlement, c'est dans le journal officiel et c'est dans la loi. Et que, d'autre part, il y a d'autres structures qui existent déjà, où, je prends l'exemple du Haut Conseil des nomenclatures, où on a été mis au point, c'est sorti au journal officiel, la possibilité d'avoir des inscriptions d'actes nouveaux pour des raisons transitoires, à condition que ces actes nouveaux fassent l'objet de registres qui seront également remplis dans ces actes transitoires. Et donc, par définition, les malades devront donner leur autorisation pour que ça soit dans ces registres. Mais là encore, c'est une décision de l'État qui s'impose à tout le monde. Et je pense que là, ce qu'a dit tout à l'heure Gabriel sur les registres, c'est indispensable, c'est qu'il y a un changement conceptuel qui se fait,
et qu'on a intérêt à pas louper le virage des registres si on veut continuer de gérer nous-mêmes les données. On est d'accord ça sur les registres. De toute façon, il y a aussi dans beaucoup de services des études en permanence en cours et les patients signent un accord en général qui est générique sur pas mal de choses. Mais il faut revenir à la question du logbook. Malheureusement, on n'a pas trop le temps de développer. Là, en fait, l'outil que tu nous as montré qui est remarquable parce qu'il établit un lien officiel et très technique, indispensable entre le chirurgien qui est responsable de l'intervention, qu'il la fasse en premier ou en aide, et l'élève, et le jeune chirurgien. Seulement, on est venu du logiciel d'Epicard, qu'on ne présente plus, qui est un succès total, pour aller vers le jeune chirurgien. Et là, c'est peut-être son défaut originel, je dirais, parce que ça oblige le jeune chirurgien à avoir un dossier où il y a un patient non anonymisé dedans. Donc, il faut se poser la question, on ne va pas la résoudre en direct maintenant, mais de pouvoir garder ce lien qui me paraît essentiel et qui évite les inexactitudes, pour parler doucement qu'on peut voir dans certains dossiers de jeunes chirurgiens, mais en même temps de permettre aux jeunes chirurgiens d'avoir un dossier où il n'y a pas le patient, le nom du patient qui figure. Ça, techniquement, je pense que c'est tout à fait possible. Voilà. Le ZAE a des moyens. Voilà. On peut très très bien anonymiser le passage du dossier de l'opérateur principal responsable au dossier du. Mais en sachant qu'en fait, les données à la fin, c'est anonymisé. Hein. C'est pour ça que voilà. C'est l'évolution. En tout cas, je voudrais juste préciser une chose. Comme M. de Brux, il m'a dit de toute manière avant que je vienne pour présenter, et qu'ils ont l'autorisation du CNIL, c'est la société de télémédecine et c'est aux mains des CNP et de la FSM toutes ces données. Hein, donc c'est fait d'une manière très légale et très encadrée. Mais après, toutes les bases, on va dire, réglementaires, je préfère que lui il les explique. Il sera invité très probablement par l'Académie pour qu'il puisse présenter Epicard encore d'une manière plus détaillée. Merci beaucoup. Merci pour ta présentation. Oui, merci. C'était remarquable.